Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous sur Médien TV. Dans 11 dit tout, restons sur cette dynamique positive du mois de Ramadan pour aborder la question du pardon. Peut-on tout pardonner? On vous dit tout dans un petit moment. On parlera ensuite d'éducation ou comment ne pas répéter les consignes 36 000 fois. Ça s'appelle l'éducation silencieuse et on a la clé pour tout ça. Ensuite, un peu d'activité à l'extérieur du jardinage avec Atman. Et puis pour finir, le soleil qui est là est-il suffisant pour faire le plein de vitamine D? On vous dira tout dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Médien TV. Dans On se dit tout et je retrouve tout de suite mes invités. On y va. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. On espère que vous êtes bien installés, en bonne santé. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir, un bonheur et un honneur de vous retrouver, mais aussi de retrouver mes invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui. Nabila Benhoud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. Avec vous, les clés pour ne pas répéter 36 000 fois les consignes. Une fois, ça marche. Ça va marcher? Ça va marcher. Ça va marcher. Je compte sur vous. L'éducation silencieuse, c'est avec vous. Vous êtes coach et spécialiste en efficacité communicationnelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Merci beaucoup d'être là. Asma Chaoukri, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Vous avez fait un bon voyage depuis Tanger? Ça va. Le Borak, c'est super. Ah, Hein? ça, c'est une révolution. C'est une révolution, exactement. Oui. C'est un plaisir maintenant. Exactement, c'est un plaisir de prendre le train. Ouais, c'est un vrai plaisir et c'est une chance que nous avons. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'à Rabat. Asma Chaoukri, vous êtes coach multicasquette et avec vous aujourd'hui le pardon. On reste sur cette belle vague du mois de Ramadan. Oui. Le mois de Ramadan, c'est souvent le mois des réconciliations, le mois des bontés, le mois du pardon. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que Ramadan est fini qu'on oublie que le pardon est très important dans les relations. On va en parler avec vous dans un petit moment. Leïla Ben Ammar, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Alhamdoulilah. Très bien. Ça va? Oui. Ramadan s'est bien passé? Oui. Eh ben, super. Alors avec vous aujourd'hui, Leïla Ben Ammar, vous êtes dermatologue à Casablanca. Le point sur la vitamine D. On dit souvent que le soleil est source de vitamine D. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien, vous allez nous dire si oui ou non. Parfait? Parfait. On enchaîne? Oui. On démarre? On Bien. commence par le pardon. On y va. Et donc, c'est avec vous, Asma Chaoukri. Merci encore une fois d'être là. Le pardon, on surfe sur la vague du bien-être que nous laisse le mois sacré de Ramadan. Mais d'abord, on va essayer de poser la question à différentes personnes à l'extérieur qui suivent l'émission. Le sens du pardon et peut-on tout pardonner? On regarde et on revient. C'est important d'avoir le sens du pardon parce que tout d'abord, tu te sens en paix. Tu ne crées pas des ennemis, premièrement. Et deuxièmement, psychiquement, avec toi-même, tu es à l'aise. C'est très important d'avoir le sens de dire pardon parce que c'est très important pour notre société, pour le monde entier. Ça montre à quel point on est éduqué. C'est important d'avoir le sens de pardon, mais il ne doit pas être comme une faiblesse. Donc tout le monde s'accorde à dire que le pardon est très important, mais il ne faut pas que ce soit pris comme une faiblesse. Pourquoi on fait l'amalgame entre les deux, Asma Chaoukri? Il y a beaucoup d'amalgames. Il n'y a pas que ça par rapport au pardon. Et justement, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'éclaircir un peu ce mot, ce sens du pardon, qui reste un mot flou. Qui peut avoir différentes explications, significations. Tout dépend de la croyance que la personne a. Et quand je dis croyance, il y a et les croyances personnelles et les croyances religieuses, l'éducation, la culture. Donc tout ça rentre dans la signification qu'on donne à ce pardon. Donc beaucoup d'amalgames, beaucoup de croyances. Et donc en général, les gens ils vont dire que le pardon c'est une faiblesse, le pardon c'est un cadeau que j'offre à l'autre, pourquoi pardonner, c'est quelque chose que c'est pas important dans la vie, que c'est je ne vais pas lui faire de cadeau. Oui, je ne vais pas lui faire un cadeau, c'est à l'autre
qui m'a fait du mal à pardonner. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui vont être un obstacle pour ce pardon-là, parce qu'on ne le prend pas vraiment dans son sens qui est noble, si j'ose dire. Alors, comment on peut amener les gens justement à avoir... Alors voilà, une autre façon de poser la question, est-ce qu'il faut avoir le pardon facile? Donc déjà, quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, il y a des blessures qui sont en moi. Et donc, dans notre vie, tout le monde ne va pas être épargné d'avoir des blessures, depuis qu'on est tout petit jusqu'à l'âge adulte. Donc, chacun, il a son lot. C'est ça. Et du coup, déjà, si je me dis, moi, comme être humain, il y a mon corps physique, il y a aussi mon corps émotionnel. Et donc, mon corps physique, quand je suis blessée, je vais aller guérir mes blessures. Je vais aller chercher, si je peux le faire moi-même, je peux le faire. Je peux chercher des médicaments, du sparadrap et tout ça pour guérir ma blessure. Mais qu'est-ce qui en est de la blessure de l'âme? La blessure émotionnelle, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là où je me dis que la médecine, elle est là pour guérir les blessures physiques, mais qu'est-ce qui va guérir ces blessures émotionnelles et ces blessures de l'âme? Et donc, c'est le pardon. Oui, mais c'est tout un processus. C'est sûr, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Parce que, pardon, Asma, les gens qui nous regardent maintenant et qui se disent oui, c'est vrai, pourquoi la solution réside dans le pardon? Pourquoi ne pas pardonner ce qu'on m'a fait? Et il y a cette question qui arrive, qui prend le dessus, mais pourquoi on m'a fait ça? Donc, parfois, on est par exemple, on est dans la rue, on traverse la rue, il y a quelqu'un qui passe et on a un accident de circulation. Quelqu'un qui n'a pas de conscience et il va partir. Qui ne respecte pas, par exemple, les signalisations. Voilà, les signalisations. Et il va partir. Il ne va même pas s'arrêter pour voir qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc, vous êtes blessé, vous êtes dans la rue. Donc, il y a ma blessure, je saigne. Qu'est-ce que je fais avec ma blessure? Est-ce que je vais attendre que cette personne revienne pour soigner ma blessure ou je vais me prendre en main? Je vais me prendre en main, mais, voilà. Mais donc, je risque d'en vouloir à la personne. Ça dépend des conséquences, bien sûr. Au fait, c'est ça. Donc, après, si je vais passer ma vie à en vouloir à cette personne, qu'est-ce que ça va m'avancer? Qu'est-ce que je vais y gagner? Donc, c'est juste, je vais vivre avec une colère, je vais vivre avec le sentiment de la vengeance, de la haine, de la rancune, de la rancœur. Et tout ça, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Oui, mais Asma, en même temps, est-ce qu'il ne faut pas que l'autre aussi, entre guillemets, je vais utiliser le mot, paye pour sa faute? Parce que si je n'ai pas de rancœur, et je ne vais pas le poursuivre, par exemple, en justice. Je vais me dire, Allah ysameh. Ok, mais il a commis une faute et c'est puni par la loi. Et... Voilà, donc dans cet exemple-là d'accident de voiture et tout ça, bien sûr, il y a la loi. Parce qu'il y a une différence entre le pardon, c'est une vertu qui va mettre en jeu la tête et le cœur. Donc, avec le cœur, je me dis que ce qui m'arrive, ce que je ressens, j'en suis responsable. Donc, je dois me guérir moi-même. Il n'y a personne qui peut me guérir par rapport à ça. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas le risque, si par exemple, pardonner pour les autres, c'est je fais passer? C'est pas du tout ça. Ah, voilà. Et au fait, c'est parmi les obstacles du pardon. Parce qu'on a cette croyance que quand je pardonne, j'accepte. Je fais passer. Je fais passer. J'excuse, parce que pardonner, c'est pas excuser. Parce que excuser, c'est quand je t'excuse pour quelque chose, ça veut dire que j'ai fait passer. Mais quand je pardonne, je guéris ma blessure du cœur. C'est comme si je prends une douche. Est-ce que je comprends? Et je comprends bien sûr ce qui se passe en moi. Mais est-ce que je comprends l'acte de l'autre? Bien sûr. Et après, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est quelque chose qui va mettre en jeu la tête et le cœur. D'abord, je commence par le cœur.
je comprends ce qui se passe en moi, je suis responsable de ce que je vis, je ne vais pas me pourrir la vie par quelque chose dont je ne suis pas responsable, mais ce n'est pas pour autant que je vais déresponsabiliser l'autre, que je vais le laisser partir dans la nature. Alors, comment, c'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est que quand j'ai du pouvoir à amener l'autre à prendre sa responsabilité par rapport à ce qu'il m'a fait, ça c'est vraiment l'idéal. Après, parfois, on n'a pas ce pouvoir. Il y a des gens qui vont nous faire du mal, ils ne vont même pas être conscients de ce qu'ils nous ont fait. C'est ça. Ils vont carrément se dire moi j'ai rien fait ou alors face à cette situation, comment on réagit? Face à cette situation, je me dis que moi je me pardonne toutes les fois où j'ai pas laissé l'amour avec un grand A dans ma vie, l'énergie de l'amour. Je me pardonne toutes les fois où j'ai vécu cette haine, que je me suis faite mal. Si vous permettez, Asma, on a un exemple, justement, on a une question de téléspectateur, et justement, c'est un cas un petit peu compliqué. On va voir si c'est aussi facile que ça. C'est très beau ce que vous dites, oui. Mais est-ce que c'est facile dans toutes les situations? Je ne dis pas que c'est facile, et ça devrait passer par des étapes. Par exemple, lorsque vous avez... malheureusement, il y a des cas de viol, malheureusement, il y a des cas d'inceste, malheureusement, exactement. Ça, j'invente rien, il y a des choses comme ça. Il y a des accidents mortels, il y a ce genre de choses. On va prendre la question de Hicham, qui a 21 ans, qui dit « Je n'ai connu mon père que lorsque j'avais 20 ans. Comment pourrais-je lui pardonner ?» Alors voilà, ça c'est... Voilà, c'est... Après, la personne qui se pose cette question, comment je pourrais lui pardonner, tout dépend de la personne qui est en face de moi. Est-ce que cette personne qui est en face de moi, elle est là, elle prend la responsabilité de ce qu'elle a fait. Donc, quand je suis devant une personne qui prend toute la responsabilité du mal qu'elle a fait, à ce moment-là, c'est facile. C'est plus facile. Mais quand elle ne prend pas la responsabilité? Quand elle ne prend pas la responsabilité, c'est comme cette personne qui vous a fait du mal dans la rue et qui a disparu dans la nature. Et est-ce que je vais passer toute ma vie à en vouloir à cette personne et qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de vivre en paix avec moi-même. Mais si par exemple le papa de Hicham attend de lui une relation normale de père-fils, après avoir disparu 20 ans de sa vie, et du jour au lendemain il réapparaît et il veut instaurer une relation normale, mais sans véritablement reconnaître. Est-ce que c'est important pour, entre guillemets, la victime, que le bourreau reconnaisse sa part de responsabilité? Est-ce qu'il faut que le bourreau le verbalise? Et désolée d'avoir utilisé ces termes, c'est juste pour mettre des étiquettes sur les personnages, même si vous n'êtes pas d'accord avec le terme victime et bourreau. C'est vraiment l'idéal. C'est l'idéal que nous tous, dont nous tous nous rêvons. C'est vraiment quand il y a un mal, d'abord je reconnais ce qui s'est passé en moi, je reconnais ma blessure et la personne devant moi, elle va aussi reconnaître sa part de responsabilité. Ça, c'est le processus vraiment idéal. Mais si à ce moment-là, j'ai le choix. C'est pour ça que j'ai dit il y a une partie de tête là qui va se mettre en œuvre. À ce moment-là, je me dis, est-ce que j'ai envie de me réconcilier avec cette personne ou pas? Parce que ça aussi, c'est un blocage par rapport au pardon. Parce que les gens, ils disent, si je pardonne, ça veut dire que je vais me réconcilier. Ce n'est pas forcément ça. Je peux pardonner et tout en restant... Gardant des distances. Voilà, garder la Mais distance. si l'autre ne reconnaît pas sa part de responsabilité? On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. En fait, pardonner, c'est arrêter de se poser... On a du pouvoir sur nous-mêmes. Mais est-ce que pardonner, dans ce sens-là, c'est surtout arrêter de dire pourquoi ça m'est arrivé? C'est surtout arrêter de se victimiser et rendre l'autre responsable de ce qui m'est arrivé. Alors, on a une dernière question. On va la prendre, celle de Lina. Elle dit, est-il normal de ne pas pouvoir pardonner une trahison? Au fait, par rapport... nous, aujourd'hui, on ne va pas
parler de pardonner ceci ou pardonner cela. On est en train de parler du pardon en général. Moi, je vais insister et réinsister sur le fait que c'est un cadeau que je me donne à moi-même. Alors, quand je me dis pardonner une trahison, c'est-à-dire pardonner à l'autre. Parce que souvent, on dit pardonner à l'autre. À l'autre. Au fait, il faut faire un renversement. Parce que même la question, je reviens à ta première question, est-ce qu'on peut tout pardonner? C'est une question qui est faussée. Parce que la question que je dois me poser, c'est pas est-ce que je peux pardonner, parce que ça, c'est la continuité de la phrase, c'est est-ce que je peux tout pardonner à l'autre? Tout à fait. La question, c'est que est-ce que je peux guérir les blessures que j'ai eues dans ma vie, même si elles sont, même les grandes blessures, la trahison, le viol, tout simplement, est-ce que je peux revivre cette paix et cet amour et vivre la vie avec un grand V? Ça, d'une part, et qu'est-ce que je dois mettre en place pour pour la personne devant moi? Est-ce que je vais la poursuivre en justice? Est-ce que je vais arrêter la relation? Voilà, donc c'est vraiment ça. Et donc, surtout, il y a aussi cet obstacle de l'oubli. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est pas oublier. On peut oublier les détails, on peut oublier le mal. Et quand je me rappelle de ça, je me rappelle de la leçon que j'ai tirée par rapport à ça. Ça reste quand même une notion qui reste très, 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 très personnelle et très sensible. Exactement. En tout cas, on aura l'occasion de revenir dessus, mais voilà, on ne voulait pas laisser passer cette belle occasion de vous avoir avec nous, Asma, et puis de rester sur les ondes positives du mois sacré de Ramadan. Merci beaucoup. Alors, mesdames, on enchaîne avec autre chose maintenant. Ah, Nabila, justement. Arrêtez de répéter les choses 36 000 fois à nos enfants. Ça vient tout de suite. Alors, l'éducation silencieuse ou comment arrêter de répéter les consignes 36 000 fois. Mais d'abord, nos équipes sont allées à la rencontre de différentes personnes, différents parents justement, pour savoir comment ça sonne chez eux cette notion d'éducation silencieuse. On regarde et on revient. L'éducation silencieuse, c'est une forme d'éducation qui se passe entre l'enfant et les parents. Il faut lui montrer l'exemple pour qu'il puisse à l'avenir se comporter d'une manière convenable en société. Il faut apprendre des parents ce qu'ils font. Il ne parle pas avec eux, mais d'habitude, le parent, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il le montre à son fils ou à sa fille. Il faut étudier des méthodes très calmes avec l'enfant, lui expliquer à une façon telle puisqu'il comprenne les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Alors, je pense que les parents qui nous regardent ont hâte, et la maman qui est avec nous aussi, les mamans. Leïla, ça vous intéresse comme sujet, l'éducation silencieuse? Oui, c'est très important. C'est très important. Je pense que ça fait partie, c'est une grosse partie de l'éducation en fait. Ouais. On peut pas exiger de nos enfants ce qu'on n'exige pas de soi-même. Tout à fait. Alors, Nabila Benohoud, vous êtes spécialiste en efficacité communicationnelle. Alors, dites-nous comment on fait pour arrêter de répéter les choses. Alors, premièrement, l'éducation silencieuse, c'est une sorte de pédagogie qui nous permet justement de transmettre le message sans qu'il y ait de confusion. Comment ça? C'est que je dois être d'abord en synchronisation totale avec moi-même. Ce qui se passe tous les jours, c'est que nous, on veut que nos enfants fassent telle ou telle chose, on exige pas mal de choses et on oublie que nous sommes le seul modèle qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire à la naissance, il n'y a que le modèle parental. Après l'école, il y a le modèle de la maîtresse, des amis et ainsi de suite. Donc ici, si je suis consciente que cette pédagogie est nécessaire pour que je puisse transmettre les messages clairement, avec efficacité, ça marcherait. Donc d'abord, il doit y avoir toujours l'accord parole-acte. Je dis et je fais. Je dis et je fais et je n'ai même pas besoin de dire à l'enfant « regarde ce que je suis en train de faire ». Oui. On est d'accord. Mais ça, c'est pour les valeurs, les grandes choses. Non, mais même pour ce qu'on les fait. Par exemple, je veux boire, je vais montrer à l'enfant comment on arrive à tenir, par exemple, le verre. Quand ils sont tout petits, on prend comme ça, on dit « regarde », on prend comme ça pour que ça ne tombe pas. Mais on fait une sorte de démonstration, tout simplement, pour que l'enfant puisse se suivre. On apprend aux enfants comment faire les lacets. On leur fait ça la première fois, on le fait nous et on lui demande de faire en même temps que nous. Donc, il y a tout ça, c'est-à-dire les savoir-faire, on va les installer petit à petit. Alors, si vous permettez, pour qu'on aille au concret, par exemple, range ta chambre. Oui. La fameuse
injonction, range ta chambre, le reste de la maison est rangé. L'enfant nous voit faire le ménage, faire le lit le matin au réveil, toutes ces choses-là sont organisées. Mais pourquoi nous, parents, nous devons répéter 36 000 fois, range ta chambre, pourquoi ta chambre n'est pas rangée? Et pourtant, il voit les parents faire. Parce que lui, elle considère ça comme un fardeau. Parce qu'il ne le reçoit pas comme une partie de plaisir. Parce que dans range ta chambre, il y a beaucoup de manières pour dire à un enfant range ta chambre. On va faire un jeu. Allez, on va faire la course. Moi, je vais ranger ma chambre et toi, tu vas ranger ta chambre. Et celui qui va gagner, il va, par exemple, je ne sais pas, avoir le droit de regarder son émission en premier. Parce qu'on n'est pas non plus obligé de donner des directives constamment sans qu'il y ait de jeu. L'enfant aime tout ce qui est ludique. Et le ludique aussi, on peut le faire en montrant. D'accord? Est-ce que tu sauras sauter comme moi? Est-ce que tu sauras faire le lit comme moi? Ah non, toi, je sais que tu ne pourras pas faire ça. Donc, ce n'est pas l'éducation silencieuse. Non, mais c'est-à-dire ça, on peut le faire, mais on peut aussi rien faire. C'est-à-dire juste faire... En fait, il va nous voir, il va nous observer en train d'accomplir un certain nombre d'actes. Par exemple, si je veux que l'enfant ne crie pas, je ne dois pas crier. Je ne vais pas passer mes journées à critiquer l'enfant et je veux que l'enfant ne soit pas aussi agressif, qu'il ne va pas critiquer. Donc, si je ne veux pas crier, je veux parler doucement. Quand il parle à haute voix, il va comprendre que personne à la maison ne crie. Donc, automatiquement, ça baisse. C'est un phénomène, en fait, c'est de l'imitation. Parce que, je ne sais pas, quand on a une extinction de voix, quand je dis bonjour, automatiquement, vous avez tendance à baisser la voix et donc ça se fait de cette manière-là. L'éducation silencieuse, c'est ce miroir, c'est cet effet miroir que l'enfant va le voir de la part de personnes qui sont crédibles et ça, c'est très important. Il faut que le parent soit crédible, il faut que l'adulte qui est en face de l'enfant soit crédible, montre des choses, y croire et par la suite, en fait, il va le transmettre d'une manière simple. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites dans ces choses? Encore une fois, je ne reviens pas aux valeurs, parce que c'est vrai, les valeurs, on va dire, elles sont transmises de façon presque absorbée par les enfants. Les enfants sont des éponges. Enfin, toutes les belles valeurs que l'on sait, et puis les mauvaises choses aussi que l'on peut voir. Mais par rapport à ces choses-là du quotidien, brosse-toi les dents, va prendre ta douche, fais ta chambre, ce genre de choses, moi, je vois souvent les parents devoir répéter. Parce qu'au lieu d'être le parent normatif à donner des ordres, on peut toujours dire à l'enfant, est-ce que ça te dirait de faire ta chambre maintenant ou dans 30 minutes? Et l'enfant, il va choisir. Mais dans ce cas-là, on n'est pas silencieux. Mais on n'est pas silencieux, mais on donne l'exemple. Au moins, on permet à l'enfant de savoir qu'il a le choix et il est acteur de sa vie. Il peut aussi prendre des décisions. Si je veux que l'enfant se brosse les dents, viens, on va se brosser les dents tous les deux. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, avec mes enfants, on a installé les cinq choses à faire avant de dormir ou au réveil. Et donc, voilà, il y a le bisou, il y a le câlin, il y a brosse à dents, il y a dire bonne nuit et tout. Mais on le fait dans un rituel ludique. C'est-à-dire, bien évidemment, il faut le dire la première fois parce que l'enfant ne peut pas savoir comme ça, deviner. On le dit et on l'installe. Et donc, automatiquement, il y a une sorte de... En fait, un plaisir, c'est tacite, c'est un contrat qu'on installe. Et donc, des fois, je dis, oh, on a oublié la 4e chose à faire avant de dormir et on le fait juste comme ça. L'enfant, il va se rappeler, il va se mettre au jeu. Mais il ne faut pas oublier non plus que des fois, il y a une émotion quelconque qui peut l'empêcher de le faire. Il faut qu'on soit aussi capable d'être dans la bienveillance. Il faut comprendre que l'enfant, il n'est pas obligé de faire des choses au moment où on veut, effectivement. Mais est-ce qu'une fois, on va dire que c'est installé, comme ça, au départ avec le jeu, ensuite ça les suit et surtout lorsqu'ils arrivent à l'adolescence? À l'adolescence, c'est une manière aussi de dire non, j'existe, je ne vais pas en fait faire ce qu'on me dit tout le temps juste parce que j'ai besoin de dire non. Dans ce cas-là, on va passer à autre chose, on va responsabiliser l'enfant. Écoute, c'est ta chambre, tu en fais ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème, parce que notre grand problème, c'est qu'on veut que ça soit fait comme on veut, au moment où on veut, et on met des étiquettes. On dit que l'enfant qui ne range pas sa chambre est un problème. Moi aussi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais aimé cette idée de range ta chambre. Maintenant, quand je range ma chambre et je vois que la chambre n'est pas rangée, par moment, après je dis, non, c'est leur problème. C'est votre bureau, c'est votre affaire, Et des fois, quand je dis, bon, je veux juste pas glisser sur un jouet quelque part pour tomber. Mais les consignes et l'ordre, la discipline. Alors, c'est quoi la consigne? C'est quoi l'ordre? C'est quoi la discipline? C'est vraiment une perception d'un comportement, en fait, d'une organisation déterminée. C'est toute la différence entre une maison bien rangée et une maison où il y a une vie. C'est-à-dire, moi, ça ne me dérange pas personnellement de voir le salon en désordre parce que les enfants sont en train d'y vivre. Au lieu de tout ranger, quand il y a quelqu'un qui va venir, parce que c'est très social, donc là, ça va poser problème. Donc, dans ce cas-là, on peut dire, ça, c'est votre espace vital, s'il vous plaît. C'est-à-dire, moi,
C'est juste, en fait, il faut essayer de limiter, laisser, en fait, ouvrir à des degrés déterminés en fonction des jours aussi, en fonction de notre écologie, et laisser à l'enfant une marge de liberté assez importante pour qu'il puisse aussi dire « je vis ». Et en même temps, des fois, on peut ne pas parler, Yasmine. Des fois, on peut tout simplement le laisser commettre l'erreur et le laisser voir qu'est-ce que ça donne. Et après, on lui dit, c'est pas grave. Maintenant, tu as compris que tu ne peux pas le faire comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour ne pas tomber dans la même situation? Il va tout seul se corriger. Il va tout seul se dire, même, moi, mes enfants, des fois, ça m'arrive de me dire, maman, je fais une bêtise, je mérite. Je vais aller au coin. Et il me dit, pendant 5 minutes, ça te va? Je dis non. Et toi, tu penses que ça te va? Oui, parce que j'ai fait ça, ça et ça. Ok, ben si tu considères que tu mérites une punition... Bon, certains ne sont pas pour au piqué. Leïla, vous avez trouvé des réponses à la gestion de... En fait, ce qu'elle dit, c'est très logique, mais après, il faut énormément de patience. Voilà, merci. Et de bon sens. Et ça dépend aussi, c'est-à-dire, c'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, on aimerait bien, dans un monde utopique, pouvoir le faire. Après, il y a des jours où nous aussi, on est fatigué, où notre patience est très limitée. L'enfant n'a pas à le subir, certainement, mais c'est vrai que je n'arrive pas à avoir ce genre d'attitude constamment. On vous dit la vérité. Non, c'est vrai, mais c'est un travail, c'est pas quelque chose qu'on pourra installer du jour au lendemain. On a l'habitude de crier, de passer des messages, de donner des ordres comme ça. Non, on crie quand c'est la 10e fois qu'on le dit. Voilà, exactement. Au bout d'un moment, ça y est, je discute plus. Et des fois, vous avez même les enfants qui vont vous dire, mais pourquoi vous criez, maman? Ah oui, mon fils, un jour, il m'a dit, est-ce que tu es obligée de crier pour... Là, tout de suite, je me suis remise en question. Je me suis dit, effectivement, je n'étais pas obligée de crier. Sur ce, on marque une courte pause et on revient pour la suite. Et nous sommes toujours ensemble sur Média TV dans 11 Dito. On continue à se dire beaucoup de choses. On a parlé de pardon il y a quelques instants. Dans un petit moment, on va parler de jardinage et de vitamine D. Pas les deux ensemble, mais chacun séparément. Mais pour l'heure, on est sur l'éducation silencieuse et on arrive à vos questions à vous sur nos réseaux sociaux. Nabila Benouhoud, on continue avec vous. Donc, l'éducation silencieuse dépend-elle des profs, selon Brahim? Des professeurs? Oui. Mais un professeur aussi, il peut donner l'exemple. C'est-à-dire quand on parle d'éducation silencieuse, non. Donc en classe, on n'est pas silencieux, on va parler, mais quand même, il faut qu'on soit dans la démonstration, donner le modèle. Parce que l'éducation silencieuse, et aussi, c'est pas le fait de ne pas parler, mais c'est beaucoup plus le fait de donner un modèle, montrer, faire la démonstration. Dans un cours de sciences naturelles, on apprend beaucoup plus vite si on est en pratique. Voilà, en pratique, quand c'est empirique, beaucoup plus que si on raconte de la théorie, on ne sait pas de quoi s'agit-il. L'enfant a besoin de voir, de décortiquer, d'ouvrir, d'essayer, de réessayer. Et bien évidemment, les profs, normalement, qui ont une très bonne pédagogie, montrent comment faire. Ils ne vont pas tout simplement faire le cours théorique, mais il y a toujours la pratique à côté pour qu'on puisse le faire. Alors, vous avez Iman qui vous dit « J'ai la manie de me ronger, je me ronge les ongles et ma fille commence à reproduire la même chose. » Et tiens, un lien de mimétisme. Exactement, il y a un lien de mimétisme. Bien sûr, se ranger les ongles, c'est très émotionnel. C'est vraiment une réponse émotionnelle. C'est une manière de s'auto-protéger, c'est-à-dire je cherche une sécurité quelque part. Il n'y a pas mieux que mon corps pour pouvoir le faire. Ça, c'est la même chose que sucer le pouce en fait quand on est petit. Et bien évidemment, quand je vois quelque chose, je la répète de la même manière. Les enfants qui lisent sont en général dans des familles où il y a toujours le livre qui est ouvert. Les enfants qui font du sport, c'est pas automatique, on peut trouver des exceptions, mais en général, on voit faire. C'est ça. Vos enfants vont répéter ce que vous êtes en train de faire, ils vont trouver que c'est tout à fait normal. L'alimentation équilibrée, ça par contre, c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, oui, mais je pense que c'est des passages. Je pense qu'on passe parce qu'il y a on a beau dire que les fruits, c'est bon pour la santé, les légumes, c'est bon pour la santé, mais ils préfèrent les frites. Mais par contre, ici, ils apprennent des autres enfants, parce que quand ils sont petits, vous leur apprenez beaucoup de choses à la maison, ils vont à l'école, ils vont apprendre d'autres choses. L'apprentissage de la part des pères, c'est beaucoup plus intéressant, parce que pour eux, c'est des enfants de leur âge. Ils pensent comme eux, ils réfléchissent comme eux. Alors, X ne mange pas la carotte, automatiquement, il rentre à la maison, j'aime plus la carotte, maman. Très bien, on prend la décision de ne pas aimer la carotte, il n'y a pas de problème. Mais vous allez remarquer, à un moment donné, il va y avoir un retour. Revient. Mais bien sûr. La carotte, les épinards, tout. Alors, ça, c'était nos questions. Merci beaucoup, Nabila Benouhoud. C'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes spécialiste en efficacité communicationnelle et en parlant de carottes, on va faire du jardinage. Qui c'est qui a la main verte ici? Un peu. Un peu? Oui. Vert clair? Vert bouteille? Pistache. Alors, Atman teste pour nous un cours de jardinage. Comment on peut avoir son propre petit potager à la maison? On regarde et on revient.
Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé d'illustrer pour vous l'expression « avoir la main verte ». Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pour connaître la réponse, je vous invite tout de suite à me suivre au cours d'un atelier jardinage en compagnie de Mahjoub. Salam alaikum Mahjoub. La baisse. Alors aujourd'hui, on est venu pour apprendre le jardinage. Alors quelle est l'étape numéro 1? Celui de travail obligatoire. Alors aujourd'hui, Mahjoub, quelle plante on va travailler? Le krafs, c'est le céleri. Alors, je t'écoute. هذا الطيرو كنزرعوه كنديروا ليه هذه الخدمه هنا فين هو باش كينوض لنا النباتات غادي نديروا الغبار. D'accord, donc ça c'est l'engrais. Oui. Donc là on va rajouter en plus du terreau de l'engrais. نديروا مع الطيرو تا هو. Alors là on va bien mélanger la terre, le terreau et l'engrais. On prend une petite poignée de graines et on en met un peu partout. غير شويه ماشي بزاف. دابا كل هاد الزرعه غادي تعطي شي غادي تعطينا وحده غادي تعطينا تيل 9 الحبات. Ça c'est incroyable. غادي نعاود نديروا ليه هاد الخدمه هادي. On a raboté la terre un petit peu comme ça pour que la graine n'aille pas trop en profondeur, sinon la plante ne pourra pas pousser après. Oui. D'accord, donc là on va rajouter du terreau. Oui. Comme ça on peut retrouver notre céleri après 15 jours et on rajoute un peu d'engrais. Donc on a fini la première étape. Donc l'arrosage, on met tout de suite, on arrose après avoir planté les graines. باش نديرو في العشيه ولا في الصباح ولا في الليل؟ لا في الصباح، في الصباح وفي العشيه. Maintenant غنخليو هاد البلاصه بحال هكا. خلوها بحال هكا اوكي. Combien de temps? غادي نتسناوها 2 سيمانات. On va voir dans 15 jours ce que ça va donner les bébés pousses de céleri. اوكي. ماشي عثمان. هذاك الشيء اللي زرعنا ليه 2 سيمانات غادي تولي بحال هكا. من بعد شهر غادي تولي لنا بحال هادي. بحال هادي هايفي. ندخلوا ناكلوا هادي ولا لا؟ هادي دابا باقا صغيره. Celle-là elle est encore trop verte, on peut pas encore la manger. هادي اللي غادي ناكلوها اللي عندها 3 شهور. جبدها سي عثمان. Ah oui. Alors, vous voyez, alors les racines, elles sont très importantes. Donc voilà, alors là, on a bien celles qui sont arrivées à maturité qu'on va pouvoir manger. Et ça, c'est les petites qu'on va replanter. صبغا نشدوا هادو سي عثمان بحال هكا. Alors هادو مازال نقدروا ناكلوهم. نقدروا ناكلوهم وي. ولا غادي نديروهم مازال؟ لا غادي نزرعوهم باش يعطونا الاولاد. Et dans 20 jours, on va avoir encore des bébés céleri. وي. اخر وحده هي هذه. ودابا محجوب الا ما عندناش البلاصه ما عندناش جرده في الدار comment on peut faire pour avoir la même chose dans un appartement شي بو ديال العود ولا ديال الطين كنخدموا بهم كنديرهم يمكن ديروا في الباربود ديروا اي بلاصه عندك اي حاجه دير بهم. Donc on peut utiliser des pots d'appartement peut-être نديروهم aussi en décoration pour le travail بحال il faut planter il faut arroser et il faut être patient. وحنا درنا واحد الخدمه طبيعيه parce qu'on n'a pas utilisé ni d'insecticides et tout est bio. هذا بيو كله هزو كل. Et c'est très bon et on sent bien le goût du céleri. Vous avez pu voir que le jardinage, c'est une activité qui est très relaxante, qui demande beaucoup de patience et de travail. Merci beaucoup Mahjoub pour cette journée. Chers téléspectateurs, quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je ne sais pas si j'ai la main verte, mais vous aurez la réponse d'ici plusieurs semaines. Mais en tout cas, on a la bonne idée pour avoir son propre céleri pour Ramadan de l'année prochaine. Voilà. Yalla Salina. Mais voilà, ça, on peut facilement avoir ses crafes à la maison sans problème, son céleri. Et plus facile que ça, c'est d'acheter carrément les racines, parce que les graines, c'est un peu difficile à faire pousser. Oui, à faire pousser. Ça n'a pas l'air très difficile. Non, mais c'est par rapport à l'arrosage, au climat et sinon, tout ça. Sinon, les pousses. Voilà, les pousses et on les plante. Voilà, donc c'est ça, c'est la facilité, voilà. ce que je fais. C'est notre main verte du plateau. Voilà, on ne peut pas vous contredire, vous êtes la spécialiste. Non, je ne suis pas spécialiste, mais non, mais la seule spécialiste ici présente. Voilà. Tout ce que vous allez dire, on va dire ok, d'accord, très bien. Allez, mesdames, justement, est-ce que pendant qu'on fait son jardinage, est-ce qu'on peut faire le plein de vitamine D? Leïla Ben Ammar, vous êtes dermatologue et c'est notre sujet avec vous, on y va tout de suite. Et pourquoi je vous posais la question, Leïla? Parce qu'on dit souvent que le soleil, c'est la source de vitamine D. Alors, vrai ou faux, on en parle avec vous dans un petit moment. Juste avant, d'abord, on explique à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que cette vitamine D en images réalisée par nos équipes.
Appelée la vitamine du soleil, la vitamine D est principalement associée à la santé de nos os. La vitamine D, ou le calciférol, est considérée comme une hormone. Elle peut être apportée à l'organisme par voie cutanée grâce à l'exposition au soleil ou par les aliments tels que les sardines, le chocolat ou les œufs. La vitamine D est indispensable à notre organisme. Elle contribue au bon fonctionnement des muscles, du système nerveux et du système immunitaire. Elle permet également de préserver nos dents et nos os en interagissant avec le calcium. Pour profiter de ces bienfaits, il faut s'exposer au soleil régulièrement. Mais attention, avec modération. Alors justement, on y va pour les détails avec vous, Leila Benhamad. Mais d'abord, cette question, est-ce que la vitamine D est simplement une vitamine à la mode actuellement? Parce qu'on en parle beaucoup. Avant, on n'en parlait pas autant. Mais là, elle est presque au même niveau que le fer. Avant, quand on se sentait fatigué, on se disait « Ah, attention, il y a peut-être un problème d'anémie ». Aujourd'hui, on se dit « Ah, il y a peut-être un problème de vitamine D ». Ce n'est pas un phénomène à la mode à proprement parler, mais c'était par méconnaissance antérieure des véritables fonctions de la vitamine D. Mais comme il a été dit quelque chose de très important, ce n'est pas une simple vitamine, c'est une hormone. C'est ça. Dans la mesure où elle agit sur énormément de systèmes au niveau de notre corps et elle agit dans la fonction d'au moins 2000 gènes. Et ça, ce sont des fonctions qui étaient méconnues avant. Donc, avant, on parlait de vitamine D uniquement pour éviter les problèmes osseux ou dentaires chez l'enfant comme chez l'adulte. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que la vitamine D avait énormément de fonctions et interagissait énormément au niveau du corps humain. Elle agit sur le système cardiovasculaire, elle agit sur le système osseux, elle agit sur le système immunitaire. Elle peut induire des cancers lorsqu'il y a un déficit de vitamine D. Elle agit sur le système cutané et sur les cheveux. Et donc, cet éventail de fonctions qui sont liées actuellement, qui sont scientifiquement prouvées par rapport à la fonction de la vitamine D, font qu'on en parle de plus en plus. Voilà. Mais alors, vous êtes dermato, et en général, les dermatos ne sont pas trop pour l'exposition au soleil. Or, on sait que la vitamine D, c'est, comme on l'a dit il y a quelques instants, c'est la vitamine du soleil. Et on a besoin du soleil pour une action chimique au sein de l'organisme, mais je ne saurais pas l'expliquer. Mais voilà, comment vous, en tant que spécialiste de la peau, vous faites cette, on va dire cette belle valse entre soleil et peau? Alors effectivement, nous pouvons être victimes de notre prescription si on ne sait pas comment les gérer. La vitamine D provient principalement de l'exposition solaire et particulièrement aux ultraviolets B. Et une partie, donc c'est 80% qui sont fabriqués au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme, la partie profonde de l'épiderme par le soleil, et qui n'est pas active. C'est une vitamine D qui est inactive, qui va devenir active en passant initialement par le foie et puis par le rein. Et c'est la vitamine qui va être fabriquée au niveau du rein qui va être active, qui va participer à tout ce que fait la vitamine D. Une petite partie est apportée par l'alimentation, mais une alimentation particulière, à savoir les poissons gras comme le saumon, la sardine, le thon, les maquereaux et tout ça. Un petit peu les œufs, un peu moins. Ou pas? On conserve aussi, oui, okay. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas ce qui va nous apporter ce dont le corps a besoin quotidiennement en vitamine D. Et même le soleil ne nous apporterait pas toute la quantité suffisante parce qu'il y a aussi certaines conditions qui font qu'on aura plus besoin de vitamine D ou qu'il y aura une moindre absorption de vitamine D. On peut en parler. Oui, absolument. Alors, quand le corps... Alors, il y a certaines alimentations maintenant qui sont supplémentées en vitamine D. C'est bon de se procurer ce genre d'aliments. Comme le lait. Comme le lait, des fois quand ils ajoutent de la vitamine D, c'est bon de le prendre. Oui. Maintenant, quand on s'expose au soleil, il faut savoir que le soleil de l'hiver n'est pas le même que celui en été parce que la quantité d'UVB va diminuer en hiver. Okay. La quantité d'UVB va diminuer avec la latitude. Plus on est dans le nord, moins c'est efficace. L'absorption ou la fabrication de vitamine D va diminuer par rapport aux peaux qui sont foncées. Plus on a la peau blanche, plus on fabrique facilement la vitamine D. Si on a une peau foncée, on a besoin des fois de 10 fois plus d'exposition solaire, 10 fois plus longtemps pour pouvoir fabriquer la même quantité de vitamine D. Ça dépend du poids. Les gens qui sont en surpoids, ils dégradent plus facilement leur vitamine D. Et ça dépend de l'âge. Pourquoi? Parce que les petits et les personnes âgées ne sortent pas s'exposer autant que les gens qui sont en activité. Donc ils auront besoin certainement d'une supplémentation. Donc pour vous dire que s'exposer, oui, mais qu'il y a aussi par exemple certaines maladies du système digestif qui vont diminuer l'absorption de vitamine D, certaines maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, et puis certaines prises médicamenteuses aussi, elles empêchent l'absorption de vitamine D. Donc,
nous, par exemple, vous parlez des dermatologues, quand on conseille à nos patients de mettre de l'écran, parce qu'effectivement, il y a certaines maladies qui nous obligent malheureusement à assurer une certaine protection de la peau, comme les gens qui ont des antécédents de cancer, qui ont une peau très claire, les gens par exemple qui ont des problèmes de taches qui doivent absolument se protéger. Il ne faut pas oublier aussi que culturellement chez nous, il y a certaines femmes qui se protègent le corps pendant toute l'année et donc effectivement on peut tomber très facilement en déficit, dans une carence ou un déficit ou une insuffisance en vitamine D. Mais comment on peut savoir qu'on est Est-ce qu'il y a des symptômes propres à la carence en vitamine D ou au déficit, ou bien il faut absolument une mesure? Il y a des symptômes qui vont nous orienter pour aller faire nos tests et demander des tests avant de faire une supplémentation. Quand on est obligé d'appliquer de l'écran, on peut compenser par une supplémentation orale. Maintenant, les patients qui vont venir se plaindre d'un état de fatigue, d'un état de dépression, d'anxiété, de douleurs musculaires, de faiblesse musculaire, de fractures par exemple qui sont plus faciles à survenir, il y a perte de cheveux, la chute de cheveux aussi peut être une cause qui nous incite à aller faire une recherche, à faire un dosage de vitamine D. Donc nous avons un patient qui va présenter ces symptômes qui ne sont pas spécifiques d'un déficit en vitamine D, mais qui vont nous orienter éventuellement vers un déficit en vitamine D. Là, il faut absolument compléter par un dosage sanguin de vitamine D2, D3. Il ne faut pas prescrire automatiquement, parce que le surdosage, je vais y arriver, et peut être néfaste. Nous pouvons tomber. Les sous-dosages et les surdosages ne sont jamais bons pour un corps humain. C'est vrai qu'il est très difficile de tomber en surdosage de vitamine D, mais nous restons des médecins et nous ne devons pas prescrire sans avoir fait au préalable une analyse et adapter le traitement en fonction de la personne qui est en face de nous. Mais pardon, Leïla Benamar, par exemple, là, on va vers l'été, les vacances estivales, on est souvent à l'extérieur, on est souvent en plein air, voire à la plage, à la piscine, en exposition. C'est pas suffisant pour faire le plein pour toute l'année ? Alors, l'exposition solaire pour acquérir un taux suffisant en vitamine D, il y a certaines conditions à cette exposition. On dit que 15 à 20 minutes d'exposition par jour, d'au moins 30% de surface cutanée. Tout au long de l'année ? Normalement, on est censé s'exposer tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en été, on peut acquérir une certaine réserve de vitamine D, mais qui ne va pas forcément être suffisante pour couvrir tous les besoins sur toute l'année. Donc l'idéal, c'est de pouvoir s'exposer 15 à 20 minutes par jour, ne serait-ce que le visage, les bras en entier au soleil. Et là aussi, ça va dépendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va s'exposer tous les jours qu'on aura forcément un taux suffisant de vitamine D. Comme je vous ai expliqué, ça dépend un petit peu. Est-ce qu'on est obèse? Est-ce qu'on est blanc de peau? Est-ce qu'on est brun? Est-ce qu'on a une maladie de malabsorption? Est-ce qu'on a des prises médicamenteuses? Donc, il est idéalement, dans l'idéal, c'est de faire un dosage lorsqu'on a certains symptômes qui évoqueraient un déficit en vitamine D. Ce n'est pas spécifique, je le répète. Beaucoup de maladies pourraient donner les mêmes symptômes, mais toujours avoir à l'esprit qu'un déficit en vitamine D pourrait engendrer ce genre de symptômes. Ça a même été impliqué dans des maladies auto-immunes. Actuellement, on incrimine les déficits chroniques et sévères en vitamine D dans les scléroses en plaques, pour vous dire à quel point cette vitamine, cette hormone est importante pour le fonctionnement du corps humain. Alors, cette question justement, le soleil est-il suffisant pour faire le plein de vitamine D? C'est non? Pas forcément. Oui. Pas forcément. Il faut dire que chez nous, il y a des études qui sont très sérieuses, qui sont actuellement à l'Institut Pasteur. D'ailleurs, ce serait un bon sujet de discuter, de communiquer là-dessus. C'est pourquoi, au Maroc, nous avons pratiquement systématiquement, nous trouvons un déficit en vitamine D lorsque nous faisons les dosages, alors que voilà, nous sommes censés avoir du soleil, tout ça. Il y a des études qui sont très sérieuses, qui sont en train de se faire. Et je préfère laisser les gens un petit peu spécialistes vous en dire un petit peu plus. Donc, je ne pense pas que le soleil soit toujours suffisant pour supplémenter. Bien sûr, il vaut mieux s'exposer que de ne pas s'exposer. Et sans utiliser d'écran solaire lorsqu'on n'a pas de pathologie qui nous oblige à l'appliquer. Sinon, faire des dosages. Et si le dosage est bas, faire une supplémentation qui va être prescrite par votre médecin. Parce que l'écran solaire, en fait, surtout pour le visage, parce que aussi on a peur du vieillissement cutané. On sait que le soleil... Oui, mais c'est la partie qui est exposée malheureusement au soleil. Effectivement, c'est un équilibre à faire. Alors, on dit seulement 15 à 20 minutes. On ne dit pas d'aller faire la planche pendant des heures. Et ne pas s'exposer entre midi et 16 heures pour éviter le risque de brûlure. Rapidement, mesdames, vous avez une question à la spécialiste? Appuyez sur l'information, quelque chose qui vous interpelle par rapport à ce sujet? Mais c'est surtout les carences, parce que vous avez parlé de tout ce qui est alimentation, et c'est-à-dire le soleil en même temps. Est-ce qu'il y a des aliments spécifiques? Non, vous avez parlé de la sardine, du saumon, les poissons gras. Les poissons. Les œufs, non. Non. Non, les œufs, certaines viandes, enfin le foie.
mais pas en grande quantité. Surtout les poissons gras. L'huile de foie de morue, c'est très très riche en vitamine D. Et est-ce qu'il y a un rapport direct entre la vitamine D et le fer, les carences en fer? Parce que des fois, il y a un rapport l'impression que c'est lié. Non, mais parce que nous avons généralement, la femme automatiquement, elle a aussi bien une carence en fer, vu les menstruations, vu aussi la consommation de thé qu'on prend juste après l'alimentation qui entraîne une carence en fer, et puis une carence en vitamine D de par les habitudes de se protéger, de ne pas s'exposer au soleil, la culture de la peau blanche actuellement qui font que les femmes, elles appliquent de l'écran si bien en été qu'en hiver. Donc ça, tout ça, je pense, participe un petit peu à avoir un cumul de déficits au niveau du corps humain. Une question, Asma? Non, mais elle a répondu à ma question sans que je la pose parce que pour moi, c'était la vitamine D. C'est vrai, il y a le traitement, mais les médecins ils disent aussi qu'il faut, pas les dermatos, mais les médecins, les autres, ils disent que l'exposition au soleil, c'est aussi, elle est importante. C'est important. Moi, La dermato aussi, elle oui, mais elle dit que quand on a une peau qui est sensible au soleil, moi je suis très très sensible au soleil, il m'est interdit carrément de m'exposer au soleil, mais pas juste le visage, mais par rapport à tout mon corps. J'ai toujours ce point d'interrogation et qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Et donc là, j'ai eu la réponse. Il faut doser et supplémenter et garder une dose d'entretien, une dose d'attaque et puis une dose d'entretien par la suite. Il faut doser exactement. Enfin, il faut faire une prise de sang et savoir à quel niveau vous êtes. Oui. Exactement. Oui. Alors, on va prendre une question de Najwa qui vous dit la vitamine D en gélule est-elle sans risque pour la femme enceinte? Il n'y a pas de risque particulier. Pourquoi elle est en gélule? Parce que généralement, c'est pour la femme enceinte. Même pour la femme enceinte, ça reste une simple vitamine D. C'est un produit naturel qui existe naturellement dans le corps humain. Elles existent généralement dans des produits qui sont gras parce que la vitamine D est mieux absorbée dans un milieu lipophile, dans un milieu gras. C'est pour ça qu'on va trouver sous forme d'ampoules qui sont grasses ou de gélules qui sont grasses. Et ça ne représente pas de risque particulier. D'ailleurs, elle pourra demander à sa gynécologue, mais elle ne doit pas la prendre par elle-même. Ça doit se faire, ou son gynécologue. Elle doit le faire sous prescription médicale. Absolument. Pas d'automédication. On est contre l'automédication. Même pour les vitamines. Même pour les vitamines. On ne supplémente pas quand il n'y a pas de déficit. C'est ça. Il faut donner au corps ce dont il a besoin uniquement. Merci beaucoup, Dr Leila Benama, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, mesdames. Asma Chawqi, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Tanger. Vous êtes coach. Et puis, Nabila Benouhoud, spécialiste en efficacité communicationnelle, professeur, mais également coach. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Un clin d'œil à Mrim Bali à Tanger et à Hind Alaoui Mhamdi à Casablanca. Très, très vite sur Média TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.